tu n'arrêtes pas d'être fort. Ouais. Tu restes fort. J'étais différent physiquement, puis j'ai toujours été costaud. Les policiers n'étaient pas bien vus, puis n'étaient pas populaires. J'ai commencé à rencontrer des athlètes qui étaient plus forts. Donc là, tu te fixes des objectifs plus élevés. Parfois, ton conjoint, ta conjointe fait partie de ta réussite aussi. Oui, absolument. Moi, je pratiquais pas le sport des hommes forts. Moi, j'étais un homme fort. Moi, de 91 à 98, je m'entraînais pour pratiquer un sport qui n'existait pas. Et pas, je vais-tu réussir ou pas? Tu sais, OK, à quel niveau je vais réussir? OK. C'est pas parce que tu as une opportunité que ça veut dire que sont toujours bonnes à prendre. Le 1er juin 2006, c'est l'épreuve que je me suis blessé que j'aurais pas dû faire. OK. Elle faisait pas partie du programme, la compétition. Mon ego a pris le dessus, puis je me suis dit, sais-tu quoi? Pas besoin d'avoir la technique, je suis fort. Ce que ça a fait, je me suis déchiré le tendon rotulien et ça a mis fin à ma carrière. À ta carrière. J'étais concentré à essayer de revenir, mais j'ai pas été capable de revenir au niveau où j'étais. Est-ce que ça a été dur pour toi d'accepter que tu retournerais pas compétitionner? C'est encore dur maintenant. Bienvenue au podcast Mais à la pâte, un podcast où on reçoit des entrepreneurs d'ici, qu'on connaît bien sur la scène médiatique, mais dont on aimerait en apprendre davantage sur le côté humain. L'épisode d'aujourd'hui est un peu spécial parce qu'on reçoit Hugo Girard, une figure emblématique de la force au Québec, où on discute en tête à tête de son enfance, de sa carrière, de sa motivation et de sa discipline à tout casser. Bonne écoute! Hugo Girard, homme fort, conférencier, animateur, personnalité publique et entrepreneur. Bienvenue au podcast Mais à la pâte. Hey, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation puis de t'être déplacé à Québec pour venir nous rencontrer. Ben, ça me fait plaisir. Et deux, c'était pas un gros déplacement. C'est pas comme si je venais pas à Québec, là. Oui, tu viens une fois de temps en temps, de ce que je quand même comprends? assez souvent. OK. Ouais. Ah, c'est vraiment cool. Moi, Hugo, j'étais connue comme personnalité publique, mais tu as fait des grands exploits un peu plus en début de carrière, un peu plus jeune. Moi, la première chose que j'ai envie de savoir, c'est, homme fort, à quel moment c'est arrivé dans ta vie? Moi, c'est un samedi matin. J'ai 12 ans. J'écoute la télé. Puis c'est à Radio-Canada, puis c'est les Héros du samedi qui jouent ce matin-là. Et il y avait la finale mondiale du défi Mark 10 qui était à la télé ce matin-là. Puis c'était des hommes forts. Puis les hommes forts qui compétitionnaient me rappelaient des personnages des bandes dessinées que je lisais quand j'étais jeune. Donc, c'était comme des vrais super-héros à mes yeux. Hein? Puis là, c'est à ce moment-là que le déclic s'est fait. Puis je suis allé voir ma mère. Et je lui ai dit que c'est ça que je voulais faire. OK. Puis à ce moment-là, tu voyais-tu ça comme une carrière ou tu voyais ça plus comme un passe-temps ou un sport? Il y a beaucoup de jeunes qui... Honnêtement, à ce moment-là, je pense que c'est tellement précoce dans l'histoire que j'ai aucune idée qu'est-ce que ça implique. OK. Fait que tu comprends? Fait que moi, je viens d'un petit village où on n'avait pas de gym. Moi, mon père s'entraînait, mais les objets qu'il y avait, c'est trop lourd, rudimentaire pour que je puisse les utiliser. Fait que t'as pas nécessairement de moyens ou de façon de voir. Donc, tu lances une idée, puis là, il faut que tu lui donnes forme. Ah oui, absolument. Fait que là, pour ça, nous, tout ce qu'on avait chez nous, soit sur le dos ou dans la maison, ça venait de chez Sears. OK. À l'époque, si je ne me trompe pas, ça s'appelait Simpson Sears. Fait que c'était des catalogues, puis là, tu en avais un épais pour 2 saisons. Donc, tu avais 2 gros catalogues, un pour printemps-été, l'autre automne-hiver. Ensuite, tu en avais un par saison. Et là-dedans, il y avait 2 pages avec des ensembles de poids et haltères. OK. Là, j'avais choisi un ensemble, puis un banc d'entraînement. Puis là, j'ai réussi à négocier avec mes parents. Fait qu'en échange de bons résultats scolaires, ils acceptaient de défrayer la moitié des coûts nécessaires pour acheter l'équipement. Fait que là, moi, il fallait que je trouve une façon de ramasser 100$ à 12 ans pour pouvoir réaliser ce que j'avais dit à ma mère que je voulais faire. Que tu voulais faire, ben oui, exactement. Clairement. Fait que là, tu comprends que tu le sais pas. Tu sais pas est-ce que je vais en faire carrière. Pour moi, c'est juste une façon d'avoir quelque chose qui me tient à cœur, qui peut me permettre de sortir probablement du carcan dans le monde dans lequel je vivais, où j'avais l'impression que j'avais pas ma place. OK. Puis que, comme ça arrive souvent à plusieurs personnes, où ce que tu cherches, Ben c'est oui. quoi ta mission, ta raison de vivre. Puis, étais-tu, toi, un enfant qui faisait déjà du sport, mettons, ou qui était plus bâti, ou... J'étais différent physiquement, fait que j'ai toujours été costaud. OK. Où j'étais bon dans les sports, mais tu sais, venant d'un petit village,
c'est pas comme on habite en ville. Tu sais, tu peux Mhm. faire du karaté, tu peux faire plein de choses. Là-bas, il y avait vraiment pas grand-chose. Fait que tu devais être le seul pas mal à faire. Oui, puis après ça, un de mes amis commence à s'entraîner avec moi. Puis on OK. était vraiment comme les deux. T'es différent. Puis tu sais, à l'adolescence, être différent n'est pas nécessairement un atout. Non, hein? Non, fait que l'avantage que j'avais, c'est que j'étais plus costaud. Mais tu sais, j'avais l'impression, à tort ou à raison, parce que des fois, quand tu as comme l'impression que tu ne fites pas nulle part, mais tu peux penser que c'est les autres qui te rejettent. Mhm. Fait que c'est peut-être des fois toi qui as cette perception-là, parce que c'est une manière que toi, tu te regardes peut-être dans le miroir. Donc, tout ça pour dire que oui, je me suis senti à part, je faisais les choses différemment des autres. Puis au final, ben, j'ai réussi à tourner ça comme une force parce Mhm. que tu n'as pas besoin de l'approbation des autres Ouais, pour savoir qu'est-ce que tu as à faire clairement. et surtout savoir ce que tu as à faire pour arriver à ce que tu veux. Fait que c'était comme un peu une prophétie, ben, à ton sens, une prophétie autoréalisatrice dans le sens où tu te sens à part, fait que tu t'exclus un peu. Oui, puis là, ben, tu focuses sur ce que tu fais. Donc, tu t'attends pas à avoir de récompense, tu t'attends pas d'avoir de, comment je dirais, de tape dans le dos. D'acclamation, Ouais, ouais, des d'acclamation, autres. exactement. Tu le fais parce que c'est mon véhicule qui va me permettre d'aller quelque part. C'est juste que tu sais pas encore où tu t'en vas. Ouais, hein? Ouais. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui voient ça comme ça. Est-ce que tu dirais que tu avais comme déjà une petite étincelle entrepreneuriale à ce moment-là ou tout ton focus était vraiment sur l'aspect sportif? Mon focus, c'est vraiment sur l'aspect sportif, mais à quelque part, tu développes des habilités qui sont probablement des signes précurseurs Ouais. qui avaient peut-être un côté entrepreneur. Parce que moi, mon ensemble de poids haltères, mon bon entraînement, ça a été quand même assez rapide, avec que c'était pas assez lourd. Ouais. C'était juste pas assez. Fait que là, on n'a pas les moyens, on n'a pas de boutique spécialisée pour acheter de l'équipement. Fait que là, ce que je faisais, c'est que tout ce que je trouvais de littérature qui touchait de l'entraînement, moi, j'absorbais l'information comme une T'allais éponge. dans une bibliothèque, genre, trouver Celle de des l'école, livres? celle municipale, puis on avait une revue qui sortait une fois par mois en français OK. au dépanneur OK. que j'achetais, qui s'appelait Santé et Force. OK. Donc, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Par contre, je voyais les équipements avec lesquels les gens dans les revues et les livres s'entraînaient. OK. Fait que là, je comprenais que c'est ça que ça me prenait. Ça te donnait une idée. Fait que là, ce que j'ai fait des plans à l'échelle pour calculer le nombre de pieds linéaires que ça prendrait de métal. OK. Ensuite, je suis allé à la shop de soudure qui était à 2 maisons de chez moi pour expliquer mon plan, ce que je voulais faire, pour avoir une idée comment ça allait coûter. OK. C'est là que j'ai compris que ça se vendait au pied puis comment ça marchait. Là. Puis, je suis retourné chez moi, j'ai continué à ramasser mes sous, mes parents mettaient $1 pour $1. Puis au final, j'ai acheté le fer, je l'ai coupé, je l'ai ramené, je l'ai fait souder, je l'ai assemblé, je me suis construit un gym, une machine un rack à squat, une machine à poulie, un banc 3 positions, fait des biceps, un bench décliné, une planche abdominale. Fait que tu J'ai t'es construit construit un ton gym à gym. 13 ans. Puis, OK, fait que t'étais juste à 13 ans Ouais. à ce moment-là. Puis tes parents, c'est ça, ils t'encourageaient quand même À leur significativement. manière, ouais. Puis comment tu faisais pour récolter ces sous-là? Est-ce Je que... travaillais en salle de quilles. OK. Fait qu'il n'y avait pas de planteur de quilles automatique. Ah, fait que tu travaillais en arrière. Oui, dans l'allée. Oui. Fait que toi, tu lances la boule, puis il y a quelqu'un qui remet les quilles debout. Là. Ça, c'était moi. C'était toi là. à ce Ouais. moment-là. Ouais. C'est cool. Fait que tu as commencé à travailler quand même très jeune pour justement financer cette passion-là qui commençait. Exactement. Fait que j'ai compris très jeune que quand tu veux de quoi, tu n'attends pas après les autres. Mhm. Fait qu'il faut que, un, tu te prennes en main. Deux, que tu trouves des moyens. C'est ce que j'appelle si tu te fais un plan. Fait que là, c'est le fun parce que là, t'imagines de quoi, tu le mets sur papier, puis ensuite tu l'exécutes. Puis tu l'exécutes. Puis ça te donne une certaine fierté toi-même que tu génères. Puis après ça te propulse pour la Ben prochaine là, c'est étape. ça, ben, tu comprends le concept. Là, c'est des petites victoires. C'est l'accumulation des petites choses que l'on fait qui fait qu'on accomplit des grandes choses. Ouais, clairement. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Fait que là, puis je l'ai compris. Tu sais, moi, j'ai eu un cheminement très atypique de petit jeune homme qui voulait s'entraîner, qui voulait devenir le plus fort. Ensuite, je suis devenu policier. Après ça, ben là, de policier, tu passes à Ouais, parce que personnalité t'as porté publique. beaucoup de chapeaux différents. Puis c'est à quel moment, ben, ça a-tu été difficile, mettons, l'adolescence, dans cette volonté-là, comme d'être le plus fort, puis d'avoir quand même cette passion-là qui est en parallèle avec l'école? J'imagine que tu allais à l'école aussi à ce Non, moment-là. parce que ce que j'ai compris, l'entraînement me fait réaliser, tu sais, ça me prenait des bonnes notes pour que Oui. mes parents me supportent. Mhm. L'entraînement m'a fait réaliser que si je faisais des efforts, que je travaillais fort, j'avais des résultats. Uh-huh. Donc, je devenais plus fort. OK. Fait que, là, tu comprends que si je mets du temps
dans mes études, que je travaille fort, je vais avoir de meilleurs résultats. Et là, de fil en aiguille, ben, tu comprends, peu importe ce que tu fais, si tu mets du cœur et tu travailles fort, compris ça, jeune. tu vas avoir des résultats. Ah, Donc, clair. ça devient une façon de vivre. Donc, peu importe ce que tu fais, c'est le véhicule qui change, mais tu fais les choses de la même manière. Et ça t'amène quoi? Des bons résultats. Des bons résultats. Fait que t'étais-tu bon à l'école? T'aimais-tu ça? C'était excellent à l'école. T'étais bon? Ce que j'aimais à l'école, en soi, l'école venait facile, mais elle venait facile parce que je travaillais fort. Oui, probablement. Puis en même temps, ben, c'est prouvé aussi que plus tu es en santé physique, si tu t'entraînes et tout ça, ben, il y a beaucoup de choses qui en découlent. Les choses se mettent à s'emboîter. Parce qu'encore une fois, toute cette information-là, maintenant, c'est validé, on le sait, on le connaît. À l'époque, Ben non, c'est clair. C'est pas d'une évidence. Là. Non. Fait que c'est juste que pour moi, mais le déclic s'est fait, puis je catchais vite. Puis là, j'ai compris que si je le fais dans tout ce que je fais, bien là, je deviens un champion. Tout va fonctionner. Puis c'est à quel moment que ça a passé au deuxième niveau où t'es rendu, tu t'es allé à la compétition et tout ça. T'sais, là, tu t'entraînais, t'étais chez toi et tout ça, tu voulais être l'homme le plus fort, mais... C'est un peu plus vieux quand je suis arrivé en ville, parce que je suis allé au cégep. Puis là, j'ai commencé à compétitionner en powerlifting. OK, fait que ça a été vraiment à partir du cégep, une fois que tu as quitté... Oui. Tu viens de quelle ville exactement? Portneuf-sur-Mer. Portneuf-sur-Mer. Ouais. Fait que quand je suis arrivé en ville, mais là, tu comprends que finalement, j'étais peut-être un gros poisson dans un étang. Absolument. Mais là, tu tombes dans un lac, puis là, c'est pas la même chose. Mais c'est différent dans le sens que là, tu te rends compte, tout est plus grand, il y a plus de monde, t'es pas tout seul. Ça te challenge plus encore? Ça te challenge, mais en même temps, tu as développé les outils et les manières de faire qui, elles, ne changent pas. Donc, tu peux changer ton environnement, mais tu continues de focusser sur ce que tu contrôles et ce que toi, tu as à faire. Absolument. Donc, finalement, tu peux faire la même chose que je faisais. Je peux l'emmener ailleurs et c'est exactement ça que j'ai fait. Donc, je te dirais, pour moi, de changer de décor, de changer de ville ou de pays, ça ne change pas grand-chose sur ce que j'ai à faire. Parce que tu gardes ta routine, ta discipline, ton bagage à toi. Exactement. Puis là, tu es allé au cégep, une technique policière, je pense que tu as fait. Ça te venait d'où, cet intérêt-là pour rejoindre les forces policières? Je te dirais la justice, Okay. l'entraide, d'avoir un rôle positif à jouer dans la société puis de faire une différence. OK. Fait que pour moi, ça me parlait. C'est des valeurs que je trouve qui sont nobles. Et deux, un policier, quand on appelle la police, c'est pas parce que ça va bien. Oui, généralement. Puis bien souvent, tu vas venir aider à résoudre des situations de crise. Donc, tu vas avoir un impact positif. On comprend qu'on intervient souvent dans des situations négatives, mais le travail et l'impact que tu as par la suite, elle est positive. Transformer une situation négative en situation positive. Fait que là, tu comprends un peu le lien avec les super-héros de mon enfance. Ben oui, absolument. Ça fait vraiment un lien. Hein? Ensuite, le bien, le mal. Fait que je trouvais, pour moi, c'était assez clair comme message, puis comment je me projetais, puis peut-être comment je me voyais. Ben oui, absolument. Puis est-ce que l'idée venait de là, mais est-ce que tu avais des policiers dans ton entourage, par exemple, ou non? C'était pas très populaire dans mon coin, la police. Non? Non. C'est-tu parce que c'était moins apprécié ou c'est juste qu'il n'y en avait pas beaucoup, étant donné que vous étiez dans un plus petit village? Moins apprécié, je dirais. Moins apprécié? Moins apprécié. OK. C'était une autre époque. Tu sais, moi, je me souviens, là, les gens conduisaient avec une bière entre les jambes. Oui, ben là, c'était différent, c'est sûr. Là. Donc, tu comprends, il y avait du changement, la police arrive. Appliquait le changement. Exact, appliquait le changement. Puis, à cette époque-là, les gens travaillaient fort, puis ils fêtaient fort. Ouais. Donc, c'était la bière après le travail. Ensuite, on en a pris quelques-unes, puis les gens conduisaient après avoir consommé. Donc, c'est vraiment une autre époque. Donc, les policiers n'étaient pas bien vus, puis n'étaient pas populaires. Puis toi, ça t'intéressait quand même de te lancer dans cette profession-là, malgré cette idée-là? Oui, parce que le côté discipline que j'ai développé, tu sais, tu comprends, à un moment donné, il faut voir à travers le brouillard. Qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que j'ai développé? Ouais, oui. Et deux, mais tu comprends qu'ils ne sont pas appréciés, mais ce qu'ils font, c'est bien. Ah oui, absolument. Tu sais, le lien, on ne le voit pas. Tu n'as pas l'impression qu'il sauve des vies, mais c'est ça que tu fais. C'est quand tu prends quelqu'un qui est en état d'ébriété puis tu l'enlèves de sur la route, ben tu aides à protéger les personnes de peut-être se faire frapper par cet individu-là et peut-être se faire estropier ou peut-être tuer. Il y a une bonne volonté derrière ça quand même. Exactement. Donc, c'est juste que quand on vit dans un milieu où tu as plutôt l'impression qu'ils viennent intervenir alors que tu voudrais pas avoir besoin des autres, ne veut pas dire que tout ce que tu fais est bien.
Ben oui, absolument. Des fois, il faut juste que tu te fasses ramener. Là. Un petit peu Ouais. la direction. Puis quand tu es arrivé au cégep, tu es allé au cégep dans quelle ville? Garneau, ici à Québec. Ici à Québec. Ouais. Fait que tu es parti de la région, tu es venu t'installer ici à Québec. Ouais. As-tu été longtemps à Québec? J'ai été de 89 à 96. OK, quand même plusieurs Ensuite, je suis années. parti travailler à Gatineau. Ensuite, je suis revenu à Québec de 2005 à 2014. OK, fait que puis là, maintenant, tu es à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. Puis tu as été longtemps quand même à Québec. J'imagine que c'est une ville que tu apprécies. Oui, j'apprécie Québec, mais pour être honnête avec toi, moi, je suis chez nous où est-ce que je mets mon manteau. Oui, hein? C'est bien dit. Fait que c'est un endroit, peu importe où ce que je suis, je vais recréer le même environnement avec mes mêmes Qu'est-ce habitudes. qui fait une maison puis un C'est ça. chez-soi, c'est... Fait que moi, c'est ça qui est important. C'est quand j'arrive chez nous, peu importe où ce que je suis, que je me sente chez moi, puis que je puisse décompresser, puis tu as comme l'impression que là, tu es en mesure de pouvoir là, baisser ta garde, puis juste, je comprends. juste récupérer. Puis, tu sais, on vit dans un monde que on roule à 100 000 à l'heure. Absolument. Tout le temps. Fait que tu as beaucoup de pression, beaucoup de stress. La pression qu'on se met, bien souvent. Ça fait que c'est le fun de pouvoir arriver à un moment donné et être en mesure de pouvoir prendre un certain recul puis de penser à d'autres choses pour ne pas dire ne rien penser. Non, c'est ça. Oui, déconnecter un peu d'une Ouais. certaine manière à ce sur quoi tu focuses Moi, la plupart du temps. moi, j'ai des chiens, je suis en campagne. Fait que j'aime beaucoup la relation avec la nature. OK. Fait que là, ben, ça te permet ça Oui. à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis c'est quoi qui t'a décidé, puisque là, t'es policier et tout ça à Gatineau, mais qu'est-ce qui t'a décidé finalement, après avoir repassé par Québec, d'aller à Saint-Jean-sur-Richelieu? Parce que là, à ce moment-là, j'ai comme entrepris une carrière au niveau Ouais. des médias, des communications. Puis, ça se passait à Montréal. Ouais. Puis moi, mais comme porte-parole de BMR, il voulait que je me rapproche. Et il te l'exigeait pas, mais je Ça faisait du comprenais sens que ça pour eux. l'aiderait. Puis ça faisait du sens pour tout le monde. OK. Puis là, mais c'était pour te diriger plus vers là. Pourquoi pas, encore une fois, quand tu apprends à nager, ben, tu peux faire ça au match à côté de la piscine. À un moment donné, il faut que tu sautes dedans. Oui, absolument. Fait que là, ben, c'était de m'installer là-bas. Puis j'ai trouvé quelque chose qui me ressemblait parce que je vivais à Shannon. Fait que j'étais un peu en campagne. J'ai trouvé quelque chose avec quoi j'ai tombé en amour, un coin de terrain, 6 acres, beaucoup d'espace. Pour te connecter avec Oui, la nature. exactement. Moi, j'ai toujours besoin de ça. C'est moi de me lever le matin, puis de sortir dehors, puis d'écouter regarder le lever du soleil, puis écouter le bruit des oiseaux, le vent dans les feuilles, là, ça me parle. Puis, tu sais, il y a une paix intérieure où Absolument. tu connectes avec les vraies valeurs, puis ça, c'est vrai, ça bougera pas. Là. Puis est-ce que tu t'entraînes à l'extérieur, mettons, ou tu t'entraînes toujours... Je m'entraîne tout le temps. Tu t'entraînes tout le temps? N'importe où, ce que je vais toujours trouver un gym. Ça, je veux y venir. Cette discipline-là, ben, tu l'as depuis que tu es super jeune, mais c'est à quel moment... Ben, est-ce que tu as encore cette discipline-là aujourd'hui? Est-ce que ça s'est assoupli, mettons, avec le temps, les années, tout ça qui ont passé? Un petit peu. Un petit peu. Je te dirais que mes entraînements sont moins durs qu'ils étaient. OK. Fait que là, ça a demandé une reprogrammation, ça a demandé de me parler. Fait que j'ai pas besoin, tu sais, avant, le mot, c'est un jeu de mots, là, tu sais, un entraînement pour moi qui était un bon entraînement, c'est quand j'ai absolument tout donné, là. Ouais. Fait que c'est exigeant mentalement, c'est Absolument. exigeant physiquement. Donc, si j'avais pas mal le lendemain, c'est parce que j'avais pas assez travaillé fort. Je comprends. Puis même après avoir pris ma retraite des hommes forts, je continue à m'entraîner de cette manière-là. OK. Fait que là, maintenant, je m'amuse à dire que je m'entraîne pour avoir l'air fort et j'ai pas besoin d'être fort. Donc, les entraînements sont différents. C'est plus de la pompette que je fais maintenant. OK. Ça fait que je vais engorger mon muscle de sang. OK. Je vais avoir une bonne pompe, mais j'ai pas besoin de me rendre aux mêmes limites parce que j'ai compris que si je me blesse Ouais. en voulant pousser trop fort, les impacts de récupérer Absolument. vont être trop grands sur l'ensemble de mes autres activités. Fait que j'ai compris que la santé, me garder en forme, est un objectif qui était aussi viable que celui de vouloir devenir le plus fort à l'époque. Ben oui, absolument. Puis ça, est-ce que c'est une réalisation que tu as eue en vieillissant? Parce que, veux pas, il n'y a personne qui y échappe. Quand on vieillit, on récupère Ouais, mais moins c'est le bout, facilement. c'est dur de s'amener à ça. Ben absolument. Tu sais, quand tu es compétiteur, là, ben, je vais parler pour moi, mais tu n'arrêtes pas d'être un compétiteur Non, du c'est jour au ça, lendemain. hein? Ouais. Il y a un gros travail psychologique à faire là-dedans. Donc, pour moi, l'important, c'est de rester actif. Donc, que je m'entraîne
pratiquement tous les jours. Fait qu'il a fallu que tu changes ton mindset. C'est juste que ma manière de m'entraîner est différente. OK. Donc, je prends peu de temps de repos. Ça fait que je vais... C'est un peu comme si je faisais de la magie, là. OK. Tu sais, le muscle en tant que tel, lui, je le pousse intensément d'une manière différente. Donc, lui, s'il est épuisé, enfin, il ne sait pas qu'il est épuisé parce que tu as fait beaucoup de répétitions avec un poids léger ou tu en as fait peu avec un poids extrêmement lourd. Il est épuisé, il est épuisé. Ouais. Fait que toi, tu reçois le même feedback que je veux, avoir de l'intensité, OK. pour avoir le sentiment que j'ai travaillé fort OK. et que j'ai eu un bon entraînement. Ah. Donc, c'est juste des outils que tu développes pour continuer à avancer, puis je te dirais de naviguer à travers le passage qui est le vieillissement, parce que c'est une finalité en soi, c'est que l'horloge tourne d'un C'est ça. seul S'il y a côté. une chose qui est certaine, c'est bien qu'on vieillit. Malheureusement, comme je disais, il n'y a personne qui y échappe. Ouais. Puis, fait que là, tu dis tu t'entraînes tous les jours, encore à ce j'essaie jour. d'en prendre 2 par semaine. 2 de relax par semaine. Ouais, mais si... Tu sais, je me dis, si je me sens bien puis je suis pas fatigué, pourquoi je prendrais une journée de congé? Puis est-ce que tu t'entraînes toute seule? Est-ce que c'est toi qui fais tes propres entraînements? Oui, c'est moi qui fais mes entraînements. Puis, tu sais, quand mon garçon, il habite avec moi, puis il joue au football, mais quand il n'est pas dans sa saison, on s'entraîne ensemble. OK. Puis là, j'essaie d'arranger mon horaire pour qu'elle fonctionne avec la sienne, pour qu'on puisse s'entraîner ensemble. Sinon, j'aime bien m'entraîner seul. Ah, c'est le fun. Puis je trouve ça cool parce que tu disais que ton père s'entraînait aussi à l'époque quand toi, tu as commencé. Est-ce qu'il te suivait un peu là-dedans? Est-ce que tu t'entraînais avec lui? Pas vraiment. Pas vraiment, non. Lui, il s'entraînait, j'imagine, pour rester il en forme. Il s'entraînait plus vraiment à partir du moment que moi. Fait que là... il y avait comme... il a passé à d'autres choses. C'est un autre... Tu sais, t'es en campagne, c'est des travailleurs, la vie était dure, c'était pas des gros salaires. Ah, je comprends. Fait que c'est complètement une autre époque. Puis c'est difficile de s'imaginer parce que maintenant, on vit dans un ère technologique. Tu sais, il y a tout à avancer. C'est plus accessible. C'est drôle, là. Meilleur exemple, mais prends un film des années 70 puis regarde-le. Là, tu vas comprendre juste en regardant le film que finalement, les choses ont vraiment changé. Ben oui, absolument, absolument. Tu sais, les téléphones à roulettes, là, t'as pas connu ça, toi, là. Oui, je pense bien qu'il y en avait chez mes grands-parents ou quelque chose comme ça. Mais d'après moi, je suis une des dernières. Là, probablement pas tant, là, c'est ça. Là. Je me rappelle de l'arrivée, mettons, du cellulaire dans nos mains de tous les jours. Le gros tout flip, ça. là. Oui, je me rappelle de ça. Les grosses briques. Mais tu sais, j'étais jeune quand même. Non, clairement. Puis, si on continue dans le fil chronologique, quand tu es arrivé justement à Québec, c'est là que tu as commencé à faire de la compétition. Est-ce que tout de suite à ce moment-là, tu étais dans les gagnants ou est-ce que tu... Ça allait bien, ça a bien été. Dès le début. Dès le début, ça a bien été. Par contre, il y a eu des setbacks où, à un moment donné, ça allait bien au début. Puis là, tu te fais des objectifs toujours plus grands. Mm-hmm. Puis là, à un moment donné, tu les atteins pas tout le temps. Fait qu'il y a eu comme des comptes performance. Ouais. Ou je dirais, oui, on va dire des comptes performance. Pas tant des comptes performance. C'est juste un. Tu sais, avant de gagner, il faut que tu perdes. Mm-hmm. À un moment donné, c'est un processus. Mais des fois, c'est ça qui te motive aussi, qui oui, te craint. Puis qu'à un moment donné, c'est quoi? C'est de l'humilité que ça t'apprend. Ouais. Mm-hmm. Ça t'apprend que finalement, tu l'auras pas facile. Puis il faut que tu vives ces moments-là. Oui, absolument. Parce que si tu vis seulement avec des victoires, puis des fois, les victoires sont petites, tu sais, comme je dis souvent, au royaume des aveugles, le borgne est roi. Parce qu'il y a un œil. Ouais. Donc, tu comprends-tu? Si t'es le plus fort des moins forts, puis que tu te vantes d'être le plus fort, donc tu deviens le plus fort quand? Quand tu affrontes les autres qui sont forts. Donc, c'est un peu ça. Fait que là, moi, cet apprentissage-là, je l'ai vécu. Et là, j'ai commencé à rencontrer des athlètes qui étaient plus forts. Donc là, tu te fixes des objectifs plus élevés, tu les rencontres pas, tu te fais battre, tu vois ça, tu es désappointé. Mais c'est un phénomène qui va tester ton caractère. Et bien souvent que si tu es un vrai champion, mais tu vas apprendre de ça, puis tu vas revenir plus fort. Oui, absolument. Puis comment ça fonctionne, cette, je veux pas dire industrie, mais ce sport-là? Est-ce que il a fallu que tu joignes un club ou est-ce que tu as été comme... Quelqu'un t'a vu, puis il est vraiment compétent, on va... Il y avait pas... À ce moment-là, par le temps que moi, je vois le défi Martin à la télé et que je suis en âge de pouvoir faire des compétitions d'hommes forts, il n'y en a plus de compétitions d'hommes forts. Ah ouais? Okay. Donc, moi, de 91 à 98, je m'entraînais pour pratiquer un sport qui n'existait pas. OK. Fait que ça prend quoi? 1, de la motivation. Clairement. Et 2, de la conviction. Oui, absolument. Une vision. Et c'est exactement. Puis, c'est pas une vision qui est facile parce qu'il y a un que toi qui l'a. Oui, clairement.
Ça fait que j'ai juste continué à faire la même chose. Puis, éventuellement, ben, ça a fonctionné parce qu'il y a des compétitions qui ont recommencé. C'est faire une histoire courte. En 97, ils ont fait l'homme fort Molson qui avait lieu à Dolbeau-Mistassini au Lac-Saint-Jean. Mais il avait fait ça régional. OK. On n'avait pas le droit, les athlètes ou les hommes forts de d'autres régions d'y aller. C'était juste pour la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Mais en 98, ils l'ont fait. OK. Pour toutes les régions, pour toute le Pour Québec. la province. Ils ont fait un championnat provincial que j'ai dominé. OK. Puis, il devait y avoir un championnat canadien à Toronto, mais le championnat canadien à Toronto n'a pas eu lieu. Pourquoi il annule? Il pourrait annuler. Il n'y avait pas d'argent. Okay. Donc, pas assez de compétiteurs? Non, je pense juste pas assez de commanditaires. OK. Fait que, c'était pas connu. Là, c'est difficile. Fait que ça rapporte pas d'argent. Exactement. Fait que là, c'est des gens qui sont passionnés, qui mettent au monde. Si on prend, mettons, le ski acrobatique pendant des années, parce que c'est venu au monde ici. Mais c'est pourquoi? Parce que cette famille-là, ils étaient passionnés, puis ils le faisaient, puis c'est les autres qui l'ont bâti, puis ils l'ont construit. Puis là, maintenant, mais si ça existe ici, puis qu'on est des bons athlètes, c'est en partie parce qu'il y a des gens qui ont commencé alors que c'était pas facile, puis qu'il n'y avait rien. Est-ce que tu te sens un précurseur, mettons, de ce sport-là au Québec? C'est clair que c'est moi qui l'ai ramené à l'avant-plan. Oui, parce que tu lui as donné beaucoup de visibilité. Oui, je l'ai ramené à l'avant-plan, j'ai eu du succès, puis j'ai donné la visibilité. Comme je dis tout le temps, moi, je pratiquais pas le sport des hommes forts. Moi, je suis un homme fort. OK. Tu le vis, là. Tu le fais c'est pas toute ta vie, là. C'est exactement. Fait que là, j'ai reçu une invitation 3 semaines avant le championnat du monde. OK. Qui avait lieu où? Au Maroc. OK. Fait que là, tu te dis, parce que moi, je me suis pas qualifié, j'ai pas fait de qualification. Je reçois une invitation, puis je l'ai su quelques années plus tard. Pourquoi j'avais eu l'invitation? C'est que la compétition qui devait avoir lieu à Toronto, qui n'a pas eu lieu, les organisateurs du championnat du monde les ont appelés pour leur demander qui, d'après eux, aurait gagné. C'est mon nom qui est sorti du chapeau. Ah ouais. Donc, fait que probablement que tu te serais qualifié au championnat de Toronto. Puis là, c'est pour ça que mais où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que la manière dont je faisais les choses ont rayonné tellement qu'à un moment donné, ça s'est rendu jusqu'à des gens que je connaissais pas. OK. Avec qui je n'avais jamais parlé. À l'international, c'est fou. Fait que c'est quand même drôle. Fait que des fois, tout ce que ça prend, c'est un rêve, une idée, un but. Puis après ça, ben, c'est juste de ne pas lâcher, puis on s'en va là. Ah non, absolument. C'est magnifique, en fait. Puis, fait que là, ça, au Maroc, c'était ta première compétition. Puis ça s'est passé comment? Ça a bien été. J'ai terminé 10e sur 40 athlètes. OK. Quand même. Puis à ce moment, t'étais rendu à quel âge? J'ai 26 ans. Ouais, 26 ans. Fait que là, t'avais terminé ton cours. Comme je t'ai mentionné tantôt, parce que moi, pendant des années, il n'y en avait plus de compétition d'hommes forts. Fait qu'on a essayé de trouver un moyen de pouvoir rentrer là-dedans. Absolument. Fait que probablement que s'il y avait eu la structure qu'on a maintenant, ben, début vingtaine, j'étais déjà parti. Ben ouais, clairement. Puis, penses-tu que ça te nuit, ça? Parce que je sais que les hommes, leur pic dans leur carrière, ça vient un petit peu plus tard, là, je pense, autour de la trentaine. Au niveau de la force, c'est comme mi-trentaine. OK. Fait que là, toi, tu penses-tu que étant donné que tu t'entraînais beaucoup, peut-être pas, là, mais est-ce que ça a joué, tu penses, sur ta carrière? Est-ce que tu penses que tu aurais pu aller plus loin, si on peut dire ça, si tu avais commencé pas plus blessé, jeune? parce que c'est une blessure qui a mis fin à ma carrière. Fait que je crois pas, parce que je crois que c'est une autre époque. Maintenant, les athlètes commencent plus jeunes parce que c'est plus connu, il y a plus de structure, il y a une organisation, ce qui te permet de monter. Donc, à mon époque, c'était pas ça. À mon époque, la plupart des athlètes venaient de d'autres disciplines sportives et ils se redirigeaient vers les compétitions d'hommes forts parce que les compétitions d'hommes forts amenaient plus de visibilité parce qu'il y a un côté spectaculaire. Oui, comme héroïque. Ben en fait, ça, avec quoi tu étais tombé en amour à l'époque. Là. Fait que de voir quelqu'un qui vire une voiture à l'envers, c'est surréel. Là. Donc, tirer un avion, fait que c'est le genre de choses qui frappent l'imaginaire. Donc, tu as beaucoup d'athlètes qui venaient de d'autres disciplines connexes au domaine de la force qui se redirigeaient vers les hommes forts. Alors que maintenant, les athlètes commencent très tôt et s'entraînent pour être un homme fort. Ouais, fait que ça change complètement la donne. Puis, c'est drôle, tu parles de tirer un avion et tout ça. Comment c'est arrivé, ça? Un matin, tu t'es levé puis tu t'es dit, OK, moi, je veux tirer un avion? Non, c'était en 1999. J'étais sur l'île de Malte. Puis,
La première épreuve, la finale, c'était de tirer un Boeing 737 de 80 tonnes. OK. Sur une distance de 100 pieds. Puis je me souviens parce que moi, j'avais déjà tiré plein de choses. La plupart des gars l'avaient fait aussi. Mais personne n'avait tiré quelque chose d'aussi lourd. Fait qu'il y avait un côté intimidant aussi à tout ça. Ben, quand tu parles de spectaculaire, ça, c'est... Oui, tu sais, quand tu arrives à l'aéroport, puis tu es dans l'endroit, tu es dans le terminal, puis tu regardes par la fenêtre, puis tu vois l'avion que tu vas tirer. Elle est grosse de loin, là. Mais quand tu t'approches de l'avion pour aller la tirer, tu la regardes, puis là, ben, l'avion grossit, là. Oui, là, quand tu es sous le cockpit, puis tu regardes ça, c'est énorme. Et c'est intimidant, incroyablement, c'est énorme. Fait que parce que c'est difficile de quantifier c'est quoi 180 000 livres, là, puis c'est quoi le feeling. T'as pas de façon vraiment. Quand il t'accroche après, puis tu commences à vouloir tirer ça, là, tu commences à mieux comprendre. Mais quand tu le vois, la grosseur de l'appareil, parce que généralement, on le voit pas, parce qu'on entre dedans. Ben, c'est ça, exactement. Et qu'on perd cette notion-là. Mais quand tu es placé sous le cockpit, puis tu vois ça, tu fais OK, ça n'a juste pas de bon sens. Là. C'est vachement impressionnant. Ouais. Puis est-ce que tu dirais que c'est une des plus grandes réussites, ça, dans ta carrière? Ou est-ce qu'il y a quelque chose dans ta carrière que tu te dis, hey, ça a vraiment été le pic? Je pense que c'est quelque chose qui frappe l'imaginaire. Mm-hmm. Est-ce que c'est ma plus grande réussite? Je crois pas. Est-ce qu'il y a des choses qui, à mes yeux, représentent plus un pic de succès au niveau de charges que j'ai soulevées? Je pense qu'en soi, il y a plein de choses que j'ai faites, que je regarde maintenant avec du recul, puis que je m'impressionne. Tu sais, que je me donnais pas, j'avais pas cette notion-là à l'époque. Ouais. Ben, avec la rétrospective, j'imagine que tu là, dis, tu le regardes, wow. Tu fais, ben ouais, dernièrement, je partageais une vidéo où j'étais à l'homme fort d'Olbo Mistassini. C'est le World Muscle Power. Puis là, ben, on doit transporter des charges de 367 livres dans chaque main sur une distance de 200 pieds. Puis là, ben, tu vois le vidéo. Tu sais, c'est tellement loin derrière. Je pense que c'était 2003. Puis là, tu regardes ça, puis tu fais... Puis l'intensité, la foule qui crie. Là, tu nous regardes marcher, puis tu le vois que c'est pesant, là. Là, tu fais... ouais, j'étais fort, là. J'étais quand même pas pire. Ah, c'est fou. Puis est-ce qu'aujourd'hui, mettons, ta capacité à soulever des choses aussi lourdes, ça a diminué un peu, j'imagine? Mais est-ce que tu l'essaies encore, dans le sens où... Tu sais, tu n'arrêtes pas d'être fort. Ouais. Tu restes fort. Ça fait que là, maintenant, si je décide, ça m'arrive des fois, ça me tente, puis là, je mets des charges. Soulever des charges lourdes, pour moi, c'est facile, je suis fort. Mm-hmm. C'est juste que je choisis intentionnellement de ne plus aller là parce que j'ai pas besoin de mettre mon corps sous ce stress-là et que le prix à payer pour pouvoir aller jouer là, il est trop grand. Oui, je comprends. Parce que ça reste que quand tu manipules des charges lourdes, même si elles ne te semblent pas si lourdes pour toi, ben, c'est un peu comme, tu sais, j'ai pas une vision de ce que je vois à l'intérieur de mon corps pour voir le degré d'usure que j'ai. Oui, absolument. Puis y a-tu des tendons, y a-tu des muscles, y a-tu des tournesatures, y a des endroits où c'est tellement usé que c'est prêt à lâcher. Fait que, on ne sait pas vraiment d'avance, là. Exactement. Fait que ce que j'aime mieux, c'est pas courir de chance pour essayer de me garder en forme le plus longtemps possible puis de continuer à apprécier de pouvoir m'entraîner comme je le fais. Oui, ça, c'est le plus beau cadeau que je peux me donner. Oui, absolument. Puis, quand tu fais de la compétition, c'était quoi ton état d'esprit avant, juste avant, mettons, de soulever les poids? Ou est-ce qu'il y a une routine, mettons, que tu faisais avant une compétition? Il y a beaucoup de visualisation. Puis, à un moment donné, ben, c'est difficile à dire. C'est que mentalement, ben, tu commences à te mettre dans une position où je focus sur les éléments que je contrôle. Parce que je connais c'est quoi l'épreuve. Mm-hmm. Je connais les particularités que je dois faire au niveau technique et de focusser sur ça. Donc, tu oublies c'est quoi la charge parce que tu y penses plus. OK. Fait que c'est comme si tu devenais dans un monde virtuel. Donc, je focus sur qu'est-ce que j'ai à faire. Un genre de sur-toi. Exactement. Okay. Fait que c'est quoi que tu te dis dans ta tête? Mettons, y a-tu des paroles que tu répètes ou quand tu parles de visualisation, c'est vraiment comme une image, mettons? Je vais vraiment là, visualiser ce que j'ai à faire puis je me vois en train de le faire. Puis quand tu réussis à rentrer dans cette zone-là, c'est comme si le son partait. Ouais. Fait que pendant que tu le fais, un genre de c'est toi, focus. Le moment. Exactement, hyper focus. Et là, tu vois autour de toi, parce que tu es conscient, je vais entendre, je vais plutôt voir des gens, les lèvres bouger, mais c'est comme s'il n'y avait plus de son.
OK. Fait que c'est drôle, là. C'est comme si tu n'étais plus là. Puis là, tu le fais. Puis là, à un moment donné, quand tu as fini, tout revient. Ça revient. Ouais. Puis, as-tu l'impression que, tu sais, des fois, je sais pas, tu vas faire une présentation ou quelque chose. Est-ce que des fois, tu vois que tu oublies, mettons, qu'est-ce qui s'est passé ou, tu sais, justement, quand tu es dans cet état de hyper-focus, tu penses-tu que tu oublies ou que c'est moins précis dans ton souvenir? Mettons? Non, c'est très précis parce que j'ai comme l'impression d'être encore plus. Tu es tellement focus que tu es vraiment dans le moment présent. Là. OK. Hey, c'est vraiment fou. Puis est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vis encore dans ta vie aujourd'hui? Es-tu capable de te remettre dans ce focus-là? Ou, pas avec cette même intensité. Non, pas avec la même intensité. Non. Parce que tu fais beaucoup d'animations, de conférences et tout ça. Est-ce que tu te sens que tu dois te mettre dans cet état-là? C'est pas dans le même état. Non. Mais c'est sensiblement la même manière. Okay. Autrement dit, peu importe ce que je fais, mon objectif, c'est de le faire au meilleur de mes capacités. Puis pour que j'arrive à le faire, c'est qu'il va y avoir des devoirs, appelle ça comme tu veux, des tâches que je dois faire. Et je dois maîtriser ces techniques-là pour être en mesure de pouvoir bien performer. Mm-hmm. Donc, pour moi, ça passe par le travail. Puis si tu fais ta préparation et tu fais tout ce que tu as à faire comme tu dois le faire, mais tu n'as pas besoin de te casser la tête, le résultat va être bon. Est-ce qu'il va être aussi bon que je le voudrais? Ça reste à voir, puis il faut que tu le fasses. Donc, moi, ma question, je te dirais mon état d'esprit, n'est pas je vais-tu réussir ou pas? C'est OK. À quel niveau je vais réussir? Okay. Ça va-tu être au-delà de mes attentes? Ça va-tu être selon mes attentes? Ou ça va être en bas de mes attentes? Mais ça ne peut pas être mauvais. OK. Je suis tout le temps dans le mindset de réussite. Exactement. Ça fait que. Puis, à l'autre époque, c'est que tu soulèves des charges qui sont, pour être honnête, ça a l'air impossible à faire. Puis tu le fais parce que tu t'es préparé, tu t'es entraîné, tu t'es programmé à faire ça. C'est comme si tu m'avais dit, Hugo, pousse le mur. Mais la plupart des gens vont se dire, si on pousserait, on ne passera pas. Mais nous autres, je vais pousser. Puis je vais pousser tellement fort qu'à un moment donné, le mur va se mettre à bouger. Et ça vient de dédonner, ça vient de me donner qu'est-ce qu'il faut que je donne comme effort pour être capable d'arriver à faire bouger le mur. C'est juste pour imaginer un peu. J'ai plus besoin d'avoir cette façon de faire-là. Là, c'est plus dans le détail, dans ma préparation, que ce soit d'apprendre tes textes, que ce soit le positionnement, que ce soit d'avoir une idée de ce que tu veux. Tu t'es fait un plan, de suivre le plan, de l'emmener. Fait que, au final, quand tu fais tout ça, tu maîtrises tout ça, tu deviens un expert à ta manière de ce que tu fais en fonction de tes propres capacités. Puis après ça, ben, tu le livres. Puis je peux pas livrer ce que j'ai pas. Non, absolument. Donc, si je veux livrer quelque chose, il faut que j'aille chercher ces acquis-là pour pouvoir le faire. Ben, c'est la même affaire que quand je m'entraînais pour faire des compétitions d'hommes forts. Fait que si j'avais fait ce que j'avais à faire, comme je devais le faire, ben, techniquement, je devrais être capable de faire le défi qu'on me demande. Ouais. Parce que ça a quand même été un gros switch dans ta carrière de passer d'athlète à personnalité publique et tout ça. C'est où que tu es allé chercher justement de savoir comment se préparer pour... C'est une bonne question. Moi, quand j'ai commencé avec BMR, on a commencé à faire des pubs. Et ça a été ton premier contrat, mettons, en tant que personnalité publique? Oui, puis tu sais, à ce moment-là, personnalité publique, je pense que je n'étais pas rendu là. Mais les gens connaissaient, j'imagine, la compétition, mais c'était pas aussi global qu'aujourd'hui. Exactement. Puis là, à un moment donné, on m'a offert de faire de l'animation en télé. Puis là, ben, quand on m'a présenté le projet, faire une histoire courte, c'est pas parce qu'on a une opportunité que ça veut dire qu'ils sont toujours bonnes à prendre. Oui, effectivement. Pour savoir choisir. Oui, parce que des fois, tu peux chausser des chaussures qui sont trop grandes pour toi. Oui, ou peut-être que ce ne sera pas la bonne opportunité qui va t'amener à la prochaine opportunité que tu désires. Exactement. T'sais. Fait que là, moi, ce que j'ai dit, je vais réfléchir. Puis j'ai eu une approche comme quand je faisais avec l'entraînement. Je vais me construire un plan, un programme. Okay. Fait que qu'est-ce que ça me prend pour faire de l'animation? Fait que là, j'ai appelé des gens que je connaissais dans le milieu pour leur demander conseil. Okay. Fait que là, moi, j'avais des défauts de parole. Fait que je suis allé suivre des cours de diction. Okay. Après ça, des cours de positionnement de caméra. Après ça, j'ai commencé des préludes, des cours d'acting pour pouvoir, justement, me positionner devant une caméra et être capable de faire le travail.
T'as-tu trouvé ça dur de te mettre dans cette vulnérabilité où tu connaissais pas quelque chose parce que tu sortais d'un domaine où clairement tu étais une sommité? Je crois qu'une de mes forces, c'est de ne pas avoir d'orgueil sur les choses que je connais pas. Mm-hmm. Donc, d'accepter de commencer au pied de l'échelle. Donc, de dire, j'étais peut-être top là-bas, mais ici, là, je commence en bas. Okay. Puis pour moi, ça me parle. Ouais. Parce que si j'arrive avec l'attitude que je suis déjà bon, alors que je n'ai pas développé les habilités pour le faire, c'est parce que là, je vis dans l'ego. Puis c'est l'ego qui prend le dessus. Puis de l'ego, c'est correct de n'avoir, il ne faut pas que l'ego te mène. Fait que pour moi, je me dis, je vais commencer au pied de l'échelle, puis je vais développer les habiletés que j'ai besoin pour monter. Oui, absolument. Parce que le but, c'est pas rester là. Non, puis ça te prend la confiance quand même pour te lancer, mais il faut pas que l'ego te mène. Puis en grandissant comme ça, comment tu fais pour... en grandissant comme personnalité publique, tu sais, t'es de plus en plus connu, très connu, même voir aujourd'hui. Puis comment tu fais pour rester sur Terre, mettons, puis pas être justement dans l'ego? Parce qu'il y aurait tout le temps de quoi faire. Tu sais, le travail n'arrête pas parce que tu arrives à un certain statut. Non, là. Absolument pas. Ça fait qu'il faut juste que tu continues. La journée que je suis devenu champion du monde, cette journée-là, je pensais que ça allait être une finalité en soi. Mais j'imagine parce que c'était ton objectif, puis ça faisait très longtemps que tu le visualisais. Exactement. Puis là, t'arrives, jamais pensé à ce qui vient après. Puis là, quand je l'ai réussi, ce que j'ai réalisé cette journée-là, c'est que c'était juste le début. Ah. Parce que ce que j'ai compris, c'est que ce journée-là, en réalisant ça, je pouvais réaliser tout ce que je voulais dans la vie. Si j'étais prêt à mettre le travail nécessaire, puis j'y croyais vraiment. OK. Fait que ça a comme débloqué. Ça a débloqué d'autres choses, exactement. Fait que c'est pas venu une fin, ça a été le début d'autres choses. Et là, ben, quand tu me présentes un projet, comme un peu ce projet-là, tu fais de l'animation télé, mais là, tu te dis, la première question que je me pose, c'est quoi qui me tenterait? Je vais avoir du fun à faire ça. OK. Puis, t'as pas eu, après justement cette grosse réussite-là, t'as pas eu comme un down de « Oh mon Dieu, tu sais, ça vient de passer, qu'est-ce que je vais faire? » Non, le lendemain, je me préparais pour l'année d'après. OK. Ça fait que c'est pas... tu comprends, OK, parce que c'était pas parfait. J'étais même... OK, j'ai été champion, puis ma blonde, elle me dit, t'as pas l'air content. Je dis, ouais, j'aurais pu être meilleur que ça. Mais ça, c'est une spirale dans laquelle souvent les gens qui sont performants tombent, dans le sens où tu vas atteindre quelque chose que tu as toujours visé, mais tu es tellement de mindset que tu veux toujours faire mieux, que tu arrives à atteindre cette chose-là, puis tu veux encore faire mieux. Parce qu'on peut toujours faire mieux. Donc, le vrai défi, c'est d'exploiter son plein potentiel. Et exploiter son plein potentiel ne veut pas dire que tu vas tout gagner les compétitions que tu fais. Donc, j'ai peut-être été meilleur dans des compétitions que je n'ai pas gagnées. OK. Donc, le vrai défi, c'est pas de battre les autres, c'est de se battre soi-même. Absolument. Tu comprends-tu? Moi, je peux pas donner ce que j'ai pas. Fait que si quelqu'un a plus de capacité que moi, par définition, il est meilleur que toi. Est-ce que ça diminue ta performance ou ton exploit en soi? Non, parce que si moi, j'ai donné puis j'ai vraiment été au maximum de ce que j'étais en mesure de donner, ça veut dire que c'est un peu comme si tu avais pressé le citron puis tu as sorti tout le jus que tu pouvais avoir dedans. Là. Il n'y en a pas resté une goutte. En soi, c'est une réussite. C'est ça l'attitude. Un vrai champion, c'est ça. Tu sais, c'est quelqu'un qui a des capacités, puis qui a du potentiel, puis qui l'exploite plutôt que de le laisser, là, inexploité, puis de perdre son temps, puis de passer à côté de choses merveilleuses qu'il aurait pu réaliser dans sa vie. Absolument. Puis que tu te ramasses à un âge où, ce qu'à un moment donné, tu regardes en arrière, et tu dis, tabarouette, j'aurais donc dû. Tu sais, j'avais le talent pour faire ça, puis je ne l'ai pas fait pour telle et X raison. Moi, j'aime mieux tenter quelque chose. Puis que ça marche pas, mais qu'au moins que tu as essayé. Exactement. Parce que même si ça n'a pas marché, tu vas avoir grandi de ça. Parce que tu vas aller chercher des acquis de ça. Il y a une expérience de vie, il y a de quoi que tu vas apprendre. Puis tantôt, quand je disais, quand tu me soumets un nouveau projet, moi, la première chose, je me dis, je vais-tu avoir du plaisir, ça me tente dessus. La deuxième affaire, est-ce que je vais grandir de ça? Est-ce que je vais aller chercher des acquis qui vont faire en sorte que je vais devenir une meilleure personne puis que je vais avoir une habilité de plus? Fait que c'est là-dedans que tu vas chercher ta motivation. Exactement. Puis ensuite, troisième question, ça va-tu être payant? C'est pas obligé que l'argent n'est pas en première. Hein? Puis, c'est pas obligé que, comment je te dirais bien ça, que même si c'est oui, que tu embarques dedans. Oui.
Donc, il va y en avoir d'autres facteurs parce qu'il y a peut-être d'autres choses sur la table aussi qui est là parce qu'il y en a peut-être plus qu'un. Puis là, tu vas regarder. Exactement, puis tu peux pas toutes les faire. Mais non, absolument. Fait que tu es quand même très sélectif dans tes opportunités. Oui, puis moi, ce que j'aime, c'est ça, la croissance personnelle, ça me parle beaucoup. Okay. De grandir. Tu sais, la vie, c'est un peu comme si tu avais un coffre à outils puis tu n'arrêtes pas de mettre des outils dedans au fur et à mesure que tu avances. Puis toi, tu écoutes beaucoup tu parles de développement personnel, tu écoutes beaucoup de podcasts et tout ça. Est-ce que tu fais des lectures dans ce sens-là? Ou c'est quoi les podcasts J'en faisais beaucoup. OK. Je lis un peu moins. Depuis quelques années, je me suis rendu que j'ai un déficit d'attention. OK. Puis là, c'est un peu plus difficile. Avec les années, le temps. Par contre, c'est ça qui est le fun, c'est que maintenant, avec le web... Ben oui, tu peux écouter des audiobooks aussi. Exactement. Puis là, tu as plein de bons speakers. Oui, clairement. Ouais. Fait que là, ça, c'est intéressant. Puis, tu sais, il y a plus qu'un chemin pour se rendre à Rome. Absolument. Fait que ce que j'aime, moi, c'est d'écouter des histoires de gens qui ont réussi. Ouais, c'est motivant. Puis, à chaque personne que tu rencontres qui ont réussi, tu as quelque chose à apprendre des autres. Et ça me parle. Moi, ce que je m'amuse à dire, c'est dans mon podcast que j'essaie de rencontrer, c'est des gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Puis, tu n'es pas obligé, pour apprécier ce que quelqu'un a fait, que tu peux aller chercher, d'être en accord avec tout ce que la personne fait. Mm-hmm. Mais tu peux grandir et apprendre de ça. Oui, on est la somme d'un peu chaque personne qu'on a rencontrée. Ça me parle beaucoup. Ah, c'est clair. Puis, mettons, t'écoutes ça quand, toi, ces discours-là motivateurs? Est-ce que t'écoutes ça pendant que tu t'entraînes? Avant de te coucher? Et quand je suis sur la route, oui. OK. Moi, je m'endors là-dessus. Oui. Je m'endors là-dessus. Mais ça me fait rire que tu dis ça parce que moi, c'est quelque chose que je lis beaucoup, mais le soir. Mais tu vois, si on motive comme ça, moi, je suis partie. Là, je peux penser, faire des plans, une vision, tout ça pendant des heures avant de dormir. Moi, c'est drôle. Là. Je vais écouter, puis ça rentre. Puis des fois, souvent, pas mal tout le temps, je tombe endormi. Là-dessus. Moi, je dors pas, ça prend pas de temps. Mais tu sais, ça roule tout seul. Puis il y a un côté inconscient. Qui capte quand même, la motivation. Puis j'aime ça m'aide à m'endormir, puis je suis sur quelque chose de positif. Oui, absolument, c'est vrai. Ça te met dans un bon mindset. Exactement. Quand même pour puis dormir. quand en voiture, à un moment donné, je me ramasse où il y a comme un vide, puis j'ai rien à faire. Mais avant, j'écoutais beaucoup de musique, mais là, j'ai comme délaissé un peu la musique pour écouter justement souvent des podcasts, des documentaires. C'est des sujets qui sont intéressants, puis c'est super le fun. J'adore les documentaires. Ouais. Puis, moi aussi, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup voyagé. OK. Fait que c'est le fun parce que souvent, je vais aller chercher des choses sur des endroits où j'ai été, ou je vais voir passer quelque chose qui va traiter d'un endroit où je suis allé. Okay. Puis là, je vais me mettre à écouter ça, puis là, ça me remet en arrière, tu revis des souvenirs, là, tu comprends un peu mieux. Tu sais, j'aurais adoré avoir accès à tout ça à l'époque. Ben oui, clairement. Ouais. Clairement, c'était beaucoup moins accessible. C'est laquelle, si on peut dire ça, portion de ta carrière qui t'a amené le plus voyager? Est-ce que c'était en tant qu'athlète ou en tant que... Pas en tant qu'athlète, mais comme personnalité publique, j'ai voyagé beaucoup. Tu voyages beaucoup aussi, ouais. Ben oui. Mais vraiment, en tant qu'athlète, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois. C'est fou. Ça, c'est le côté que j'aimais, mais tu n'avais pas tant de temps d'en profiter. Oui, non, c'est clair, parce que c'était vite, puis j'imagine que tu t'entraînais beaucoup. Il doit avoir une routine avant... Puis les autres, on t'emmène, tu compétitionnes, puis on te ressort. Fait que j'essayais, moi, de me garder un jour ou deux pour pouvoir, justement, au moins aller visiter, pour pouvoir sentir la culture locale. Ouais, puis je faisais un peu d'études sur c'était quoi les moteurs économiques des pays où j'allais ou de la région où j'allais. Puis je ramenais, je te dirais, au moins 90% du temps, un souvenir de où je suis allé qui est vraiment typique de l'endroit où j'étais. Fait que tu as une collection chez vous. Ah oui, chez nous, là, il y a des affaires d'un peu partout. Des choses qui sont subtiles, puis que... Pour toi, ça te parlera pas tant, mais moi, je sais que ça vient de là. Et pourquoi, puis qu'est-ce que ça signifie. Fait que des choses, c'est pas nécessairement des choses qui ont une grande valeur, mais ont une très grande signification. Une signification plus émotive. Puis, est-ce que tu voyages encore? Est-ce que tu prends plaisir à voyager juste pour le plaisir, visiter? J'aimerais ça le faire plus souvent, mais je suis très occupé. C'est avec le travail. Ouais. Hein? Comment tu fais pour balancer le travail, les vacances? Tu réussis à en prendre? T'as vu ça là-dessus? Je travaille là-dessus. Tu travailles là-dessus? Oui, je pense que c'est un projet à long terme. Oui, c'est pas tant... là-dessus, on n'est pas très équilibré. Mais tu réussis-tu un peu à trouver un équilibre, vie privée? Ben, j'aime ça aller dans le bois. Oui, c'est ça qui te permet de te balancer plus. J'ai un chalet sur la Côte-Nord, fait que je vais au chalet.
Puis là, ben, ça me fait décrocher. Aussitôt que je peux, tu sais, je chasse puis je pêche. Puis c'est pas tant... Je n'ai pas besoin de nécessairement avoir du succès si je vais en chasse. C'est juste de me retrouver là dans le bois, puis là, tu décroches vraiment. Fait que là, ça, c'est un aspect où tu ne vas pas nécessairement être compétitif quand on parle de la chasse. Ce que je veux, c'est profiter de ça, puis j'aime ça. Y vas-tu toute seule ou y vas-tu avec ton fils? Cette année, j'étais avec mon fils, on était allé à la chasse à l'ours. T'as vu, on n'a pas tué. Puis on a passé du bon temps, puis on a trippé, puis on a aimé ça. Fait que là, c'est la chasse au chevreuil qui s'en vient. Mais oui. Êtes-vous prêt? De la chasse à l'orignal. Mais moi, je vais faire ça en arrière de chez nous. OK. Fait que tu prépares en arrière de chez vous, puis t'amènes ça après ça, parce que c'est loin quand même. Il y a des champs en arrière de chez nous, fait que t'as pas besoin d'aller vraiment loin. OK. Fait que là, ben là, ça, c'est quand même cool. Fait que c'est vraiment cool. Là. Fait que ça, c'est le fun. Chasse à l'orignal, ça demande plus de préparation. Ouais. Faut que tu te déplaces, tu vas plus loin, ça demande du temps. Et malheureusement, le temps, c'est une des choses qu'on réalise pas quand on est jeune, puis on pense que du temps, on en a... à l'infini. À l'infini. On n'en a pas à l'infini. Et plus on devient occupé, plus qu'on a des objectifs, plus on a des projets, plus on réalise qu'on manque de temps. Ben oui, absolument. Puis comment ça fonctionne en ce moment dans ta carrière? J'imagine que tu n'es pas toute seule dans ton équipe. Tu dois avoir quelqu'un qui t'aide à choisir justement, tantôt on parlait de choisir les opportunités, les différentes opportunités, puis ton calendrier. Comment tu fais pour... J'imagine que tu as peut-être une agence ou comment tu fonctionnes? Ah, c'est ça, j'ai une équipe de gérance avec qui je travaille. Ensuite, j'ai joint à ça d'autres personnes. Parce que là, moi, mon horaire, je la gère pas. Je ne peux pas gérer mon horaire. Faut pas que j'y touche. Je crée des conflits d'horaire. Oups. Des fois, j'ai beaucoup de bonne volonté. Puis là, mais c'est parce qu'on c'est vraiment occupé, là. Fait que je pense que cette personne-là sera mieux en mesure d'expliquer comment ça se passe que moi. Parce que moi, je ne vois pas tout passer. C'est ça, fait qu'elle va te dire, faut que tu ailles là à tel moment. C'est ça. Fait que les choses qui sont plus importantes ou les choses que je dois savoir, on va me les dire, mais il y a plein de demandes que ça ne se rend pas à moi. OK. Puis qu'on n'a pas le temps de faire. Oui, mais clairement, il faut justement choisir. Puis après ça, tu priorises tes projets. OK. Donc là, ben, avec tout ça, tu as une équipe. Puis là, ben, encore une fois, je reviens à la base. Il faut que tu te fasses un plan, une stratégie, ensuite que tu l'implémentes, puis tu l'exécutes. Et c'est là que ça fonctionne. C'est juste que maintenant, je suis beaucoup mieux entouré que j'étais à l'époque. Ben oui, absolument. Parce que ça tourne peut-être, oui, autour de moi, mais c'est pas juste moi. Alors que l'époque des hommes forts, c'était moi. Toi. Fait que là, tes efforts, même j'avais une équipe résultats. pareille, j'avais psychologue, docteur, mais là, c'est pas la même chose. C'est que vraiment où il y a des gens qui travaillent avec moi, qui ont un travail précis à faire parce qu'on a des objectifs. Fait qu'on est vraiment... Puis moi, je crois beaucoup au travail d'équipe, dans le sens que pour qu'on puisse arriver à bon port, il faut que tout le monde mette l'épaule à l'eau. Fait que moi, au niveau de mon podcast, le choix de mes invités, je le soumets à l'ensemble du groupe. OK. Vous êtes combien? On est quand même pas mal de monde. Oui? Oui. Fait que c'est pas mal proche de la même équipe que j'avais en télé. OK. Fait que avec le temps, tu développes des affinités. Ben oui, absolument. Tu choisis ton équipe. Exactement. Puis moi, je voulais emmener quelque chose de différent à ce qu'on retrouve normalement sur les podcasts. Ben oui, absolument, parce que le podcast c'est une grosse industrie quand même maintenant aujourd'hui. Oui, puis je trouve que c'est un beau véhicule, justement, pour amener à avoir des discussions, des échanges. Absolument. Qui peuvent emmener à des réflexions. Ouais, puis on n'a pas le temps, parce que tu parles d'entrevue de fond, est-ce que tu prends le temps de discuter avec les gens, puis d'échanger certains sujets. Fait que là, ben moi, dans mon équipe, j'ai un DOP, j'ai le réalisateur, j'ai un recherchiste. Il travaille à temps plein pour ce projet-là. Pas à temps plein, mais tu sais, on a quand même, là, on le fait à l'année. Oui. Ça fait que c'est quand même, fait que les journées, c'est quand même des bonnes journées. Quand même. Il y a beaucoup de préparation. Fait que tout ça fait en sorte. Puis moi, mais depuis le début, ce que je voulais, c'est qu'ils se sentent impliqués. Comment tu les impliques, mais c'est un peu comme ça. Parce que des fois, on n'est pas différent des autres. Par ego, tu peux penser que je vais recevoir une telle personne, puis je crois vraiment que c'est un vrai bon choix. Puis peut-être qu'en se soumettant avec les autres, on réalise que finalement... T'as peut-être des angles morts que t'as pas pensé. Exactement. Ou peut-être qu'on ne pourra pas nécessairement... Tu sais, il y a des sujets qui vont peut-être m'intéresser de discuter avec une personne très précise, que ça me parle beaucoup, mais que peut-être que c'est pas assez pour qu'on en parle pendant 1h30, tu Exactement. comprends? Fait que des fois, c'est un peu ça qu'il faut regarder. Est-ce qu'on va faire... Puis ensuite, est-ce qu'on va être juste redondant parce que tu vas parler de quelque chose qui a déjà été couvert, qui a déjà été parlé? Oui, absolument. On n'apprendra rien parce que moi, le but de tout ça, c'est que quand on le regarde, qu'on apprenne de quoi.
Puis comment tu t'inspires pour tes invités que tu vas recevoir? Qu'est-ce qui t'impressionne, toi? C'est pas tant ce qui m'impressionne, parce que c'est le but, c'est d'apprendre à les découvrir. OK. Fait que t'as pas vraiment d'attente. OK. On comprend qu'il y a des invités que, oui, je veux leur parler parce que je sais qu'ils ont réussi des choses intéressantes, mais tu les connais par rapport aux choses intéressantes qu'ils ont faites. Tu veux savoir le reste. Exactement. Puis c'est ça qui me parle. Tu sais, la partie pas obscure, mais c'est un peu comme l'iceberg. L'iceberg, on voit la partie qui dépasse, mais on ne voit pas le reste. Ouais. Puis moi, c'est ça que je vais apprendre. Ce que tu as réussi et les choses pour lesquelles on te connaît, ça, on le sait. Mhm. Mais c'est quoi l'étincelle Qui a qui a allumé tout la ça. flamme qui t'a permis de réaliser ça? Ça me parle. C'est dans la façon. Tu sais, comment tu l'as construit, ta réussite. Ça part de où? Absolument. Puis le podcast, c'est-tu ce sur quoi la plus grosse portion de ton travail actuellement? Ah, ou présentement, c'est ce que je mets là, vraiment le plus beaucoup de d'énergie. temps? Ouais. Parce que je trouve que c'est un beau défi. Ça me permet, je te dirais, de possiblement faire en sorte que les gens me découvrent Mhm. sous un autre modèle. Oui, absolument. Moi, j'aurais adoré avoir un talk show, mettons, à télé. Oui. Mais j'aurais probablement pas de talk show à télé. Non. Mais je peux avoir un podcast. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis c'est fun parce que quand tu crois à ton projet, justement, tu peux faire en sorte que ça arrive. C'est quoi qui est le fun, c'est quand tu y crois et que Ouais. les gens, avec toi, se mettent à y croire. Embarque. Puis ça, c'est le fun. Est-ce que tu dirais que tu es un bon leader, justement, pour amener les gens à suivre ta vision? Je pense que maintenant, oui. Oui? Ouais. Pas nécessairement avant? Pas nécessairement avant. Parce qu'avant, je n'étais pas tant focusé à faire en sorte que les autres voient Oui, ce que c'est j'avais ça. à faire. C'était plus... Parce que tu étais dans un sport individuel quand même. Oui, puis tu sais, je venais d'un background où ce que j'avais pas eu nécessairement de support. OK. Tu sais, puis quand je te mentionnais tantôt, quand tu t'entraînes à faire quelque chose qui n'existe pas, Ouais. t'en parles pas tant. Ouais. Parce que ça fait pas tant de sens aux gens à qui t'en parles. Ouais. T'as l'air un peu fou, là. Donc là, quand, ben, j'étais plus drivé par moi-même, puis c'était moi qui étais à la locomotive. Ouais. Là, ce qui est le fun, c'est que j'ai une équipe. Mhm. Et que l'équipe, ben, on a un but commun. Et ça, c'est plaisant. Puis je te dirais que c'est la télé qui m'emmenait ça. OK. Parce qu'en télé, là, aussi bon que tu peux penser que t'es, là, ça reste que la caméra va capter l'image. Ensuite, un réalisateur et un monteur qui vont le travailler. Donc, si les autres sont bons, ils vont bien te faire paraître. Ouais. Il faut que les autres soient bons aussi. As-tu Tu peux compris? pas faire juste ta performance. C'est exactement. C'est pas un one-man show. Non, absolument. Fait qu'on, des fois, on oublie ça. Puis c'est normal parce qu'on pense, tu sais, quand je parle, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, ton conjoint, ta conjointe fait partie de ta réussite aussi. Oui, absolument. Les amis avec lesquels que tu t'entoures font partie de ta réussite aussi. Ça fait partie de tout ça, là. Fait qu'on a tendance à oublier que finalement, on pense que c'est nous autres qui fait tout seul, mais c'est pas vrai, là. Oui, ben pour s'élever, il faut s'entourer des bonnes personnes. Là. Ça, c'est clair. Puis, Hugo, pour finir, j'aurais des questions à court développement pour Vas-y. toi. Donc, question rapide. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus dur entre devenir l'homme le plus fort au monde ou rester motivé après la gloire? Le plus dur. Répète-moi là. Devenir l'homme le plus fort au monde ou rester motivé après la gloire? Devenir le plus fort au monde. Devenir le plus fort au Ouais. monde. Qu'est-ce qui t'a demandé le plus de courage? Lever des poids ou affronter une blessure? Affronter une blessure. Affronter une blessure, hein? Si tu pouvais revivre un seul moment de ta carrière, ce serait lequel? Hein? Le 1er juin 2006, j'étais au Mohegan Sun Casino, au Connecticut. Puis, je compétitionne. Puis, c'est l'épreuve que je me suis blessé que j'aurais pas faite, que j'aurais pas dû faire. OK. Elle faisait pas partie du programme de la compétition. Elle a été ajoutée, OK. ce qui a fait en sorte que je ne l'ai pas entraîné avant d'y aller. Et c'était une épreuve que, déjà, c'était pas une épreuve qui me favorisait Mhm. morphologiquement. Donc, c'est une épreuve que pour avoir du succès, je devrais vraiment être bon techniquement. OK. Puis là, ben, ce qui est arrivé, Manque de c'est que... pratique. Non, ouais, c'est Pour ça, ça, je l'avais pas ouais. entraîné. Ouais. Fait que là, je dominais la compétition, aller jusqu'à cette épreuve-là. Fait que là, je m'étais mis dans la tête que j'allais gagner plutôt que de me servir de la compétition parce que je revenais d'une blessure au tendon d'Achille l'année d'avant. Puis là, ben, toutes les meilleures étaient là. Puis là, je voulais voir où je me situais face à la compétition.
Donc, il n'y avait aucune nécessité de la gagner. OK. Fait que ce que j'aurais dû faire, c'est seulement qu'elle ait touché l'épreuve, il m'aurait donné un point. Est-ce que ça m'aurait empêché de gagner la compétition? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais une chose est certaine, mon ego a pris le dessus, puis je me suis dit, sais-tu quoi? Pas besoin d'avoir la technique, je suis fort. OK. Ben, ce que ça a fait, je me suis déchiré le tendon rotulien et ça a mis fin à ma carrière. À ta carrière. Fait que si je changerais un moment, ce serait celui-là. Ce serait celui-là, puis c'est ça qui a tout changé. Est-ce que tu regardes ce moment-là, puis tu dis, parce que là, l'ego tu dis qu'il a pris le dessus, est-ce que tu te dis c'est un manque de maturité ou c'est-tu parce que tu étais jeune, tu voulais absolument réussir? C'est-tu la compétition, la compétitivité? Là, on va revenir à ce qu'on parlait tantôt. Oui. Si j'avais été entouré, ouais. j'aurais pas fait cette erreur-là. Oui. Il y aurait quelqu'un autour de moi qui m'aurait dit, Ego, t'as fait pas. Ça vaut pas la peine. C'est pas ça, l'objectif. Fait que l'erreur, elle venait de là, probablement. Exactement. Donc, de bien m'entourer, j'aurais probablement gagné de le faire plus tôt dans ma carrière. Mais c'est la beauté, exactement. On paye pour apprendre. On paye pour apprendre, puis on arrive à un certain âge, puis on regarde en arrière, puis on est en mesure de voir parce qu'on a du vécu. Et là, on comprend les erreurs qu'on a faites parce qu'on le regarde avec du recul. Parce que certainement, l'année suivante, tu étais concentré à guérir plus que à réaliser. J'étais concentré à essayer de revenir, mais je n'ai pas été capable de revenir au niveau où j'étais. Et là, clairement, j'étais au meilleur niveau. Fait que moi, j'ai été champion du monde en 2002, mais ma meilleure forme à vie, c'est en 2006. Puis là, tu étais rendu à quel âge à ce moment-là? Mi-trentaine? 34, 35, autour de ça. J'étais direct là, mais j'avais jamais été fort de même. Puis est-ce que ça a été dur pour toi d'accepter que tu retournerais pas compétitionner? C'est encore dur maintenant. C'est encore dur, oui, c'est clair. Si je continue avec mes questions, quel est le plus gros mensonge qu'on raconte sur la musculation? Que ça t'empêche de grandir. Ah ouais, OK. Ouais. Puis dernière question pour toi. La discipline la plus tough que tu t'imposes au quotidien? Bonne question. Ça peut être sur la nourriture ou sur l'entraînement? Ou... Je pense que c'est sur l'ensemble de l'œuvre. Tu sais, on a fait le documentaire sur l'andropause. Oui. Puis là, à un moment donné, je rencontre un médecin en médecine fonctionnelle. Puis, suite à la rencontre, qui a quand même duré 4 heures, elle dit, toi, Hugo, elle dit, tu fais tout bien. OK. Mais elle dit, tu fais tout trop. Trop, hein? Ouais. Fait que c'est la discipline que je m'impose. C'est les choses que je pourrais peut-être apprendre à lever le pied un peu dessus, mais que je continue à garder le pied au fond. Ouais, ça fait que ce qui est rough, c'est de ralentir un peu. Oui, parce que de ralentir un peu, c'est possiblement d'accepter que tu n'es plus la personne que tu étais. Ouais. Puis tu sais, ça fait partie un peu du processus du vieillissement. Un changement d'identité. Exactement. Fait que là, ben, ça, pour moi, je le comprends, parce que je suis assez intelligent pour le comprendre. Fait que le défi est de le mettre en place. Parce que tu es mieux de choisir comment que tu fais les choses que laisser la vie... De te faire imposer. Oui, exactement. Ah, clairement. Puis est-ce que tu vois un jour une retraite pour toi? Liberté 95. 95? Je ne vois pas de retraite. Non, hein? Non. Souvent, c'est ça, les entrepreneurs. Fait que c'est juste que ça va être d'autres choses. Ça va se moduler dans le coin. Puis je pense que c'est ça qui me... En tout cas, je parle pour moi, c'est ça qui me garde vivant. Est-ce que tu vois une prochaine carrière pour toi ou une évolution de ta carrière qui serait surprenante ou différente? Ben moi, j'aime ça, pour être podcaster. Là. Fait que moi, je me vois faire ça encore pendant 15-20 ans. C'est super vraiment plaisant. Cool. Il y a de la place pour ça, c'est clair. Parce que je trouve que c'est un beau véhicule. Il y en a plein. Puis c'est la beauté, c'est qu'on découvre un paquet de choses. Ouais, ça met vraiment de l'avant l'humain, ce qui est très intéressant. Oui, effectivement. Puis ça manque. Oui, je suis d'accord. On a besoin. On a besoin d'avoir des vraies conversations. Oui, absolument. Ce respect-là pour l'humain, puis de mieux se comprendre. Je pense que toutes les conversations sont bonnes à avoir. Là. Ça passe par la communication. Hein? Ah, absolument. Puis peu importe les points de vue. Fait qu'on n'est pas obligé d'être d'accord dans tout, mais on est capable de discuter puis de se respecter. Oui, absolument. Le respect dans la conversation. C'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de valeurs que... En tout cas, j'espère pas. Je pense qu'on le voit. On voit qu'il y a une influence positive. Ils ne sont pas tous bons. Puis encore une fois, c'est pas tous des messages que tu es d'accord, mais c'est la beauté des choses. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Ah oui, absolument. Puis après ça, c'est au monde à choisir qu'est-ce qu'ils veulent. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Très belle conversation. Ça fait plaisir. Merci. J'ai trouvé que la discussion avec Hugo était vraiment inspirante parce qu'on a pu en apprendre davantage sur ce qui lui a permis de réussir dans chacun des chapeaux qu'il a portés dans sa carrière parce qu'on va se le dire, il en a fait vraiment beaucoup des choses.
Si, comme moi, vous êtes intéressé à en apprendre davantage sur les entrepreneurs d'ici, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes. Puis, je serais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce qui, pour vous, définit le succès. Laissez-nous savoir en commentaire.